Donc mon portugais est très mauvais, voire inexistant, donc je ne vais pas prendre de risques. Merci de nous avoir invités. Donc moi je suis là au titre, je suis directeur général d'une entreprise délégataire pour un client qui est une collectivité. Donc je ne suis pas dans la collectivité, je suis au service de la collectivité, mais dans une entreprise privée, dans un groupe, en l'occurrence Transdev. Je vais commencer ma présentation en fait par un petit film qui va durer 2 minutes 30 pour vous montrer grosso modo Toulon et sa région parce que vous ne connaissez pas forcément. Et c'est un film un peu touristique, généralement pour attirer les gens à Toulon. Mais vous allez voir que les images que je vais vous montrer, c'est celles que vous avez ici. Donc vous n'êtes pas obligé de venir, mais si vous venez à Toulon, ça nous fera plaisir. Mais rien ne va vous surprendre, on a de la mer, du soleil et des bons moments. Donc voilà. J'espère qu'on a mis effectivement les bonnes informations. Donc, vous voyez, Toulon effectivement est une ville qui est coincée entre Nice et Marseille et qui a mis du temps à essayer d'exister justement entre Nice et Marseille. Toulon, vous le verrez sur les slides, c'est à peu près un peu plus de 400 000 habitants. Et en fait, pour situer Toulon, bien souvent, on prend la référence du village d'à côté qui est plus connu que Toulon, qui s'appelle Saint-Tropez. On situe très bien Saint-Tropez, on situe un peu moins bien Toulon qui est juste à côté. Voilà. Ma présentation va être structurée en 3 parties. Je vais vous présenter le réseau rapidement, même si vous avez eu beaucoup d'images. Les chiffres que vous avez vus sur le film sont les chiffres de la totalité du réseau. Les chiffres que je vais vous montrer, c'est les chiffres de l'entreprise délégataire sans les sous-traitants
que nous faisons travailler, que sont, j'ai 2 sous-traitants terrestres et 1 sous-traitant maritime, puisque vous avez pu voir effectivement qu'une des particularités du réseau de Toulon, c'est d'exploiter des lignes maritimes, mais parce que le territoire s'y prête. Et puis, je vous parlerai du contrat qu'on a avec la collectivité, le contrat entre les obligations de la collectivité, les obligations du délégataire, et puis les avantages et les inconvénients. Donc, Toulon, pour le situer, un territoire contraint, on le voit bien, coincé d'un côté entre de la petite montagne et la mer. Donc tout le développement de Toulon se fait soit à l'ouest, soit à l'est. La marque commerciale du réseau, donc comme je vous le disais, une filiale du groupe Transdev, un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour 12 millions de kilomètres effectués chaque année, 750 personnes, donc 450 conducteurs, donc ces fameux 60 marins pour les 12 bateaux qui traversent la rade, 2 dépôts, une gare maritime, et 300 véhicules. Sur les 300 véhicules, 25 sont hybrides au jour d'aujourd'hui, et sur les 12 bateaux, sur les 12 vedettes, 2 sont hybrides aussi. Le réseau tel qu'il existe aujourd'hui, donc concrètement, d'ici à ici, 40 km séparent les 2 extrémités est-ouest. C'est 400 000 habitants réunis ici, avec les 3 villes les plus importantes du département du Var, que sont Toulon, la Seine et Hyères, qui est placé là-bas. Au milieu, des grandes plaines agricoles, et là, pareil. 61 lignes terrestres, 3 lignes maritimes, donc les 3 lignes maritimes, vous les avez là, hein. Celle-là, la première, la deuxième et la troisième. Un V sur K de 2,52, qui n'est pas très énorme pour une ville de 430 000 habitants, mais vous verrez que cette ville souffre d'un manque important, c'est un réseau lourd. Nous n'avons que des bus, nous n'avons pas de tramway, nous n'avons pas de trolley, et a fortiori pas de métro. Entre 29 millions et 30 millions de passagers par an, dont, sur un jour normal de semaine, 97 000 personnes transportées. Une ville très étendue, beaucoup de lignes, c'est beaucoup d'arrêts. Ce chiffre n'a pas une importance en tant que tel, c'est juste pour vous montrer effectivement qu'on est très disséminé. Plus de 2000 arrêts et seulement 400 équipés d'information dynamique. Mais financièrement, équiper les 2000 en information dynamique, ça coûterait très 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 cher. L'histoire de Toulon et de son délégataire en fait remonte à 2004. Jusqu'en 2003, Toulon était géré par une régie. Donc la régie est effectivement aux mains de la collectivité. En 2004, la collectivité décide de mettre son contrat en délégation de service public via un appel d'offres. Donc nous gagnons cet appel d'offres et nous avons un premier contrat qui part de 2004 à 2012. C'était les 8 ans du contrat, mais en fait qui ont été prolongés d'1 an, donc jusqu'en 2013. En 2013, renouvellement du contrat, nous réobtenons de repartir pour 8 ans, donc nous avons un contrat qui nous amènera jusqu'au mois de juin 2021. Donc nous sommes aujourd'hui à mi-parcours. Le périmètre du service public, ben, c'est effectivement l'organisation et la gestion des lignes urbaines, terrestres et maritimes, des services de transport des personnes à mobilité réduite, des services scolaires, des transports à la demande et la gestion de parking relais. Alors bon, pour l'instant, on en a 2, on en a 3 exactement, donc c'est pas encore une mission très importante. Enfin, donc notre mission, notre cadre s'inscrit effectivement là-dedans. Les prérogatives de l'autorité organisatrice, donc, elle détermine effectivement la politique générale des transports. C'est elle qui définit le tracé des lignes, c'est elle qui définit l'offre, c'est elle qui définit l'ensemble des kilomètres que nous allons effectuer. Nous sommes force de proposition, mais elle est l'autorité qui a le pouvoir de décision in fine. On peut apporter notre compétence en disant qu'il vaut mieux passer par là plutôt que par là, que les clients sont plutôt dans ce secteur-là, que le terminus est mal placé à cet endroit, il ferait mieux d'être à autre chose, mais au bout d'un moment, c'est de toute manière la collectivité qui va décider.
C'est elle qui définit donc l'offre, c'est aussi elle qui définit la politique tarifaire. Donc elle fixe le prix du ticket, elle fixe le prix des abonnements, elle fixe les gratuités quand il y en a, le périmètre des gratuités, et ça dépend effectivement uniquement d'elle. Une petite particularité, les tarifs n'ont pas été augmentés depuis 2005. C'est pour ça, je crois qu'à un moment dans le film, vous avez vu qu'on était un des tarifs les plus bas de France. Effectivement, en n'augmentant pas les tarifs depuis 2005, on est imbattable. La particularité effectivement de l'autorité organisatrice, c'est qu'elle met à la disposition du délégataire les moyens d'exploitation. Elle propose donc les bâtiments, elle propose les parkings, elle propose les véhicules et accessoirement le personnel. C'est elle donc qui définit et c'est elle qui gère le programme d'investissement. Même s'il y a eu un peu de souplesse entre la première délégation et la deuxième délégation, où on a été amené à pouvoir investir un peu plus, c'était essentiellement pour améliorer la réactivité de la collectivité plutôt que de se substituer à la collectivité. Aujourd'hui, tous les moyens lourds, que ce soit les bateaux, les bus, que ce soit les bâtiments, c'est effectivement la collectivité qui a la main dessus, c'est elle qui investit. Et bien évidemment derrière, puisqu'on a un contrat qui nous lie, elle a une mission de contrôle. Donc chaque année, elle contrôle effectivement les comptes de la RMTT, les comptes de l'entreprise, pour savoir si on est dans le contrat ou si accessoirement on est en train d'en sortir. A contrario, les missions du délégataire, il exploite techniquement et commercialement le réseau, c'est-à-dire que c'est lui qui a en charge la politique de commercialisation, c'est lui qui a la politique de communication. Il exploite bien évidemment les parcs relais, comme je l'avais dit. Bon, pour l'instant, c'est pas grand-chose, mais c'est effectivement l'entretien des parcs relais, c'est l'entretien, c'est la manutention, c'est le nettoyage, c'est la mise à disposition des titres. Tous les biens mis à disposition par la collectivité, donc que ce soit les dépôts, les bus, les bateaux, mis à disposition doivent être entretenus. Donc nous avons le devoir de maintenir en l'état tout le matériel qui est mis à nos dispositions. Comme je le disais précédemment, nous avons toute l'action commerciale, toute l'action de communication à notre charge. Nous sommes bien évidemment tenus de remonter toutes les données issues du réseau, que ce soit les validations, que ce soit la fréquentation, que ce soit les kilomètres parcourus, les kilomètres qui n'ont pas été faits. Donc on a un important travail analytique à remettre. Ce qui n'est pas neutre chez nous en France, c'est que c'est le délégataire qui s'occupe de la relation sociale. Et je peux vous dire que ça prend du temps, beaucoup de temps. Donc 750 salariés, 450 conducteurs, 60 marins. En plus, la particularité chez nous, c'est que les marins et les conducteurs ne sont pas sous la même convention collective. Donc ça fait 2 conventions collectives différentes à gérer dans la même entreprise. C'est original, c'est pas commun. Et puis, derrière, on a un devoir d'assistance technique, de conseiller technique. Et de plus en plus, ce rôle a de l'importance. Il a de l'importance à plusieurs niveaux. C'est que les collectivités sont contraintes de plus en plus financièrement. Elles ont du mal à faire appel à des conseillers techniques, à des assistances à maîtrise d'ouvrage. Donc elles se reposent souvent sur le délégataire, surtout si ce délégataire a la chance d'appartenir à un groupe, puisqu'effectivement, il a cette puissance, il a cette structure de recherche et développement ailleurs, de conseil, que ce soit conseil juridique, que ce soit conseil fiscal, que ce soit conseil technique, que ce soit le conseil sur demain, l'évolution énergétique, donc savoir si effectivement il vaut mieux aller vers du gaz, de l'électricité, si l'hybride que l'on met est le bon hybride ou si demain il faudra en changer. Donc de plus en plus, on a ce rôle-là auprès de la collectivité. Et vous le verrez, c'est un rôle qui s'affirme si on est dans une relation de confiance. Mais tout le principe de ce dispositif, c'est effectivement d'être dans une relation partenaire-partenaire. Alors, quand il a fallu négocier le contrat, le but de la négociation, ça a été de demander aux délégataires, en fonction du cahier des charges qui avait été écrit par la collectivité, de s'engager à la fois sur des recettes
sur les 8 prochaines années et en même temps sur les charges inhérentes à ces 12 millions de kilomètres à effectuer pour la durée du contrat. Donc il a fallu, avec une visibilité restreinte, mais en fonction de la connaissance qu'on avait de la politique de développement de la ville, décider de ce que seraient nos engagements, aussi bien au niveau des recettes qu'au niveau des coûts. À partir de cette négociation-là, la collectivité a décidé de s'engager financièrement sur une contribution forfaitaire annuelle, qui grosso modo était la différence négociée entre notre engagement de recettes et notre engagement sur les coûts. Cette partie-là reste fixe, c'est l'engagement de la collectivité. Il évoluera en fonction de l'évolution du réseau voulu par la collectivité, mais ce coût-là ne sera pas revu chaque année. Il est contractuel. Le délégataire, donc l'entreprise, perçoit toutes les recettes et les garde. C'est son engagement. Que ce soit la vente des titres, les tickets, que ce soit les abonnements, aussi le produit des amendes, puisqu'elle s'engage à faire du contrôle, ou alors simplement les recettes publicitaires, si recettes publicitaires il peut y avoir. La contribution forfaitaire évolue par contre en fonction du coût de la vie. Chaque année, elle est remise à jour uniquement par l'application d'indices qui doivent être le reflet d'un compte d'exploitation de notre entreprise. Une entreprise comme la nôtre, grosso modo, 65% des dépenses, c'est de la masse salariale, 15% c'est du carburant, 10% c'est de la technique, des frais d'atelier, le reste c'est de la structure. Un passage important chaque année, c'est effectivement l'avenant. L'avenant doit ponctuer les modifications qui sont intervenues dans l'année en cours. Les modifications sont celles demandées par la collectivité. Une collectivité, ça bouge, ça évolue. Les frontières peuvent là aussi bouger. On peut décider d'une réduction d'offres ou d'une augmentation de l'offre. Il y a des pôles d'intérêt qui naissent, donc il faut effectivement qu'on s'adapte. Il peut y avoir des modifications législatives qui s'imposent à nous, donc qui s'imposent aussi au contrat. On a aussi des accords qualité, on en parlera un peu plus tard, entre la collectivité et nous. Et l'idée, c'est que ces accords qualité évoluent au fil du temps, qu'ils soient bien dirigés vers le client, et donc il faut qu'on le fasse évoluer dans sa réglementation. Donc chaque année, on a un avenant qui vient sanctionner toutes les modifications qui ont eu lieu dans l'année. Certaines ne font pas l'objet d'un avenant. On peut considérer qu'elles font partie du risque pris par l'entrepreneur et qu'à ce titre, elles doivent être assumées par l'entrepreneur. Et enfin, comme je vous le disais, on a un contrat qualité. Les 8 premières années de notre DSP, on était tenu à une certaine qualité. Si on faisait mieux, on avait du bonus. Si on faisait moins bien, on avait du malus. On a eu que du bonus, on était très contents. Au fil des années, le discours qui est passé, c'est qu'en fait, la qualité n'était simplement ce que le délégataire s'était engagé à devoir à son client. Et qu'à ce titre-là, on ne devait pas être en surqualité et on ne devait pas être dans du bonus. Donc le deuxième contrat est parti sur de la qualité affichée, et le fait de ne pas atteindre cette qualité ne pouvait déterminer que du malus. Donc à la fin de l'année, ou en tout cas par trimestre, puisque ça marche par trimestre, on est enquêté systématiquement par l'autorité organisatrice et elle nous pénalise sur différents critères que peuvent être le port de la tenue de nos salariés, la propreté de nos véhicules, la propreté de nos agences, nos arrivées à l'heure, nos départs à l'heure, enfin bon, tout ce qui fait une exploitation. Et au bout du bout, si on fait bien notre contrat, on n'est pas plus payé. Par contre, si on ne le fait pas, on considère qu'on n'a pas atteint ce pourquoi on s'était engagé, et donc on est pénalisé. Alors, c'est une pénalité qui ne peut pas monter au-delà de 500 000 € pour l'année en cours. Enfin, si chaque trimestre on enlève 150 000 € de nos résultats, je ne vous cache pas que de temps en temps, ça nous fait un peu pleurer.
Cette courbe, elle arrive un peu tôt, mais elle montre effectivement l'évolution depuis 2004. On est parti sur à peu près 8 millions de kilomètres. Aujourd'hui, on est à 12 millions, avec depuis quelques années, c'est la courbe bleue, une offre qui stagne. La courbe verte, ce sont les recettes. Et on voit effectivement que la progression des recettes est assez parallèle, est assez conforme à la progression de l'offre. Et la courbe rouge, c'est en fait la courbe de notre engagement. Et on voit bien qu'à un moment donné, si la collectivité a du mal à investir et si elle a du mal à tenir son programme de développement tel qu'on avait pu le définir à un moment donné, nos engagements, nous, continuent à être sur une tendance où on expliquait qu'on était capable effectivement d'améliorer la fréquentation, sauf que ça crée un décalage. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive effectivement à combler cet engagement, puisque avec cet engagement-là, on a déterminé le montant de la participation de la collectivité. Grosso modo, on avait prévu en 2014, c'est du hors taxe chez nous, 65 millions de dépenses avec l'actualisation ou avec les modifications de réseau qui ont pu intervenir. En fait, par le contrat, on est passé à 67 millions et la réalité de l'entreprise, c'est qu'on a dépensé 68 millions. A contrario, au niveau des recettes, on avait un engagement en fonction du cahier des charges qui était de 17 millions. La réalité a été un peu moindre et par rapport aux chiffres qu'on avait donnés, l'engagement de la collectivité était de 47 millions et au bout, il a été de 49, mais ça résulte essentiellement de la différence et de l'actualisation, de la différence entre l'actualisation et le contrat. Donc on voit bien effectivement dans la progression qu'on a pris des engagements, que la collectivité s'est engagée, charge à nous de tenir nos recettes. Si on ne les tient pas, c'est notre risque. Par contre, suivre aussi les développements du réseau, puisqu'ils viennent impacter le contrat. Donc ça, c'est important. On constate derrière que la collectivité paye environ 50 millions d'euros pour un réseau de 12 millions. C'est très prétentieux ce que je vais dire, mais la qualité a un coût. Ces coûts ont été chèrement négociés. Je ne vous cache pas que pendant 6 mois de négociation, ça a été assez ardu. Au demeurant, effectivement, on a pu le voir dans les résultats. On a réussi à tenir les engagements et donc la collectivité considère derrière que ce coût n'est pas usurpé. Après, le coût n'est simplement que le reflet de la politique que la ville veut bien mettre en place. Je le disais tout à l'heure, et on y reviendra un peu après, on a un réseau qui est très très étendu. Donc là, le choix de la collectivité, ça a été de dire qu'il fallait aller partout, que les habitants de Toulon, Provence, Méditerranée devaient avoir une ligne de transport public qui devait passer à moins de 400 mètres de chez eux. Dans un territoire assez contraint, c'est effectivement très lourd. Et toutes ces lignes que l'on lance, ou tous ces services que l'on fait, se font au détriment de la fréquence. Donc on serait certainement plus efficace si on avait une meilleure fréquence. La meilleure ligne du réseau, qui est la ligne 1, a une fréquence à 8 minutes. Pour une ville de 430 000 habitants, ce n'est pas très compétitif. Mais c'est un choix. C'est un choix de l'élu. Et nous, on a pris nos engagements par rapport à ce choix de l'élu. Alors les avantages du contrat, tel que je vous l'ai présenté, globalement, dans un premier temps, c'est que pour toute la mobilité sur le territoire, la collectivité n'a qu'un seul délégataire. Un seul délégataire, ça veut dire de la réactivité, ça veut dire qu'on peut travailler en parfaite synchronisation entre le bus, le bateau, le vélo, les voitures, les parkings, puisqu'on n'a qu'un seul interlocuteur. On est sur une relation de partenaire à gagnant-gagnant. L'idée, elle est un peu là, c'est que le délégataire n'est pas là pour s'enrichir sur le dos de la collectivité. Et de l'autre côté, la collectivité n'a pas intérêt à faire que son délégataire soit affaibli dans ses résultats. Donc, on participe là-dessus, en gagnant-gagnant, dans l'élaboration du cahier des charges, quand il y a effectivement des systèmes informatiques à mettre en place, quand il y a du développement à faire, quand il y a des bus à effectuer. C'est nous qui allons les entretenir, donc il est important, effectivement, que l'on sache ce qui va être commandé.
On travaille aussi sur notre développement du transport public. C'est important d'avoir notre vision en tant que professionnel. On travaille aussi sur la mobilité en général, puisqu'on a des retours d'expérience et effectivement, on a la chance d'appartenir à un groupe. On est gagnant-gagnant aussi parce qu'on a une visibilité sur le contrat, on sait anticiper et qu'on sait corriger chaque année le contrat. C'est-à-dire que si effectivement la collectivité décide de faire des modifications au début du contrat dans les premières années, on n'est pas pénalisé sur les 8 années restantes ou les 7 années restantes ou les 6 années restantes. On est capable effectivement de tout réactualiser et de pouvoir retravailler toujours pour que chacun s'y retrouve. Et enfin, tous les intérêts sont pris en compte et le contrat est en permanence équilibré. Sur un cas particulier tel que la nôtre, pour une société qui appartient à un groupe, on peut bénéficier aussi de la présence du groupe et de son expérience. On parlait tout à l'heure d'évolution énergétique. On a des réseaux qui travaillent aujourd'hui au gaz, d'autres qui travaillent à l'électricité. Le réseau de Nantes exploite un bateau à hydrogène, ça peut nous intéresser. Nous-mêmes, on a mis en place des véhicules hybrides, des bateaux hybrides. Ça intéresse les réseaux de Sydney, ça intéresse les réseaux de Louisiane, qui travaillent effectivement avec nous. Donc on arrive effectivement à pouvoir échanger et à pouvoir travailler. Enfin, le système a aussi ses limites de temps en temps. C'est qu'effectivement, quand on a dû gérer le contrat il y a 8 ans, on ne savait pas forcément comment la vie allait évoluer. On parlait de développement touristique. Toulon s'est lancé dans un développement touristique en décidant qu'elle allait s'équiper pour accueillir les croisiéristes. 150 escales l'année dernière de croisiéristes. Des attentats sont venus frapper effectivement la population française et notamment le sud de la France. Cette année, les croisiéristes, un tiers d'entre eux ont décidé d'aller en mer du Nord. Donc on se retrouve avec une grosse perte touristique liée à ça. Toulon est un port militaire, donc la flotte française militaire, la marine, se trouve à Toulon. Quand la flotte part en manœuvre ou quand elle part en exercice, dans le Moyen-Orient, c'est plus de 10 bateaux qui partent, c'est plus de 8000 marins qui partent. 8000 marins qui partent, c'est de la population active, c'est de la fréquentation en moins sur le réseau. Et ça, c'est impensable de l'imaginer 8 ans avant. Donc effectivement, on a toutes ces difficultés à envisager. Enfin, on est dans une relation donnant-donnant, mais on est aussi face à une collectivité qui peut être contrainte financièrement. Et quand elle est contrainte financièrement, elle peut ne pas tenir ses engagements de renouvellement de parc. Moi, je me suis engagé il y a 8 ans à entretenir, à avoir un coût de maintenance pour un parc qui avait 5 ans de moyenne d'âge. Aujourd'hui, il a 8 ans. Ça me coûte plus cher. C'est mon risque. Mais il faut effectivement que derrière, la collectivité puisse tenir ses investissements et qu'on l'aide, nous, à tenir à ces investissements si elle le souhaite. Et enfin, on a, en tant que... C'est un peu ce que je disais au départ, c'est que c'est la collectivité qui tient son développement, c'est elle qui met en place sa politique de la ville. Ce n'est pas au délégataire, ce n'est pas à l'opérateur de le faire à sa place. Donc c'est elle qui fait ses choix. À partir de là, si j'étais simplement le décideur, je n'aurais pas 64 lignes à exploiter, j'en aurais 40, avec les mêmes moyens qui seraient répartis là où ça serait nécessaire. Mais je me serais engagé sur 22, 24 ou 25 millions de recettes, pas sur 18. Je me serais engagé sur des itinéraires différents, je me serais engagé sur des fonctionnements différents. Donc effectivement, on est tenu à ça, mais c'est le jeu. On sait qui décide et on sait qui a le pouvoir. Et en tant que délégataire, à partir de là, on décide effectivement de l'accepter. Voilà, il y a certainement d'autres commentaires à faire. On a une conclusion qui vaut ce qu'elle vaut. Moi, je dis simplement, dans ce type-là de contrat, la grosse crainte de la collectivité, c'était qu'elle perde son pouvoir. C'était de se dire, est-ce que demain, en passant dans une DSP, je ferai toujours du service public? Les résultats ont montré qu'on fait du service public et qu'on le fait mieux qu'avant. Et qu'au-delà simplement de la notion de partenariat, au-delà simplement de l'augmentation de la fréquentation, au-delà simplement du réseau qui s'est amélioré, ce dont on peut être le plus fier, et ce dont je suis moi le plus fier en termes de directeur général, c'est les chiffres internes à l'entreprise. C'est qu'en 8 ans, on a baissé considérablement l'absentéisme, on a baissé le nombre d'accidents du travail, on a baissé l'accidentologie, c'est-à-dire qu'on a moins d'accidents responsables, on a amélioré la qualité de vie et on a un turnover, donc des départs dans l'entreprise qui frôlent quasiment les zéros. Ça veut dire qu'on a rendu notre entreprise viable, avec des vraies perspectives, avec des vrais objectifs et une vraie ambition. Et je crois que la réussite, elle est là, mais c'est ce que je disais, il faut qu'on travaille dans la notion de partenariat et dans du gagnant-gagnant. Voilà, merci.